Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. On part à la recherche des résurgences et des habitations troglodytes de Saint-Maurin. C'est dans la partie nord-ouest du Verdon, il y a un peu de route très belle pour y accéder. Le cheminement sur place n'est pas aisé. La route retour est avec le soleil de dos. Il y a un peu de route pour passer du point sublime à l'est des gorges du Verdon au site de Saint-Maurin à l'ouest des mêmes gorges. On traverse la Palue et on avance vers le lac de Sainte-Croix et Moustier. Ces sections de route sont accélérées de 4 fois la vitesse réelle. On prend la route de la Corniche Nord. Elle est en partie plus haute que la route Rive Sud, mais on en a des vues toutes aussi époustouflantes. Il est midi et il fait chaud, certains touristes sont sans doute attablés quelque part. La circulation reste décente. Après la Palue, on avance peu à peu dans une région plus resserrée, plus abrupte. La route fait aussi un grand lacet avant le ravin du Brusque. Dans ce virage part le chemin vers le belvédère de Mérest. Tout en haut se trouve la crête de l'Issioule sur laquelle nous étions en 2016, nous avons décrit cette randonnée sur notre autre site, un lien est donné dans la description sous la vidéo. Un autre point de départ de randonnée est la colle de l'Olivier. On reconnaît la zone de Saint-Maurin au tuf plus jaunâtre que le calcaire sinon gris. Il n'y a pas beaucoup de place pour stationner. C'est peut-être fait exprès pour que peu de personnes explorent le lieu. Saint-Maurin est une zone de résurgence où se forment des terrasses de tuf. C'est difficilement accessible et sans trop de balisage sur place. Nous avions déjà touché la zone en 2016 en venant du côté de Moustier et en montant sur la crête de l'Issioule. Cette fois-ci, nous y accédons directement de la route, c'est un peu avant la maison délaissée au bord de cette dernière. On a d'abord une vue similaire à celle de la route. En gagnant en hauteur, on voit aussi un peu plus vers le bas. L'eau chargée de calcaire a aussi formé des terrasses plus bas. On croise un petit ruisseau, qui forme plus bas une cascade dans un cirque de verdure. Nous y passerons lors du retour. Ces grands prés abondants d'eau étaient bien sûr occupés durant des longs siècles même si l'accès a toujours été difficile. En juin 2022, on fouille les bases d'une ancienne ferme. Le pré est dominé par une paroi rocheuse très haute. Dans le creux de la paroi se cache la résurgence principale. Nous allons à sa recherche. On rejoint pour cela le lit de la rivière. Il est complètement à sec fin juin 2022. Mais sans eau, on peut aussi approcher la résurgence qui est complètement sèche. Il s'agit de 2 trous à quelques mètres en hauteur dans la paroi. Contrairement au petit ruisseau avant, la grande résurgence est à sec tout comme le lit de la rivière au-dessous. Les grandes vasques sont complètement asséchées au mois de juin, il ne reste pas un filet d'eau, aucun insecte ne se montre. Pour comparaison 2 photos de mars 2016. On ne filmait malheureusement pas à l'époque.
Nous sommes à la recherche des grottes troglodytes du site. Il doit y en avoir plusieurs. Nous voilà à la petite grotte. Les grottes présentent des ouvertures maçonnées en tuf. L'habitation prouvée remonte jusqu'au 5e siècle. Le site était occupé à cause de l'eau. On reconnaît aussi des canaux d'acheminement dans les parties rocheuses. Là, André tombe sur une des rares bornes devant guider les visiteurs. Il marche visiblement à contresens. Mais où mène la sente vers le haut? On tourne en rond. On est encore sur le préau où passe le petit ruisseau plus loin devant. Il faut donc descendre pour trouver cette autre habitation installée dans une grotte. Pour l'instant, André ne voit que des grottes trop petites. Et pire, il a l'impression de reconnaître cette rampe rocheuse avec rigole aménagée. Effectivement, la boucle haute est bouclée pour une deuxième fois. Bon, prenons à gauche cette fois-ci. En effet, ça descend ici plus sérieusement. Mais, ce ne sont que d'autres grottes naturelles. Il faut donc continuer dans cette direction et ne se rabattre à droite que bien plus tard. Quel dédale! Nous y voici. Il y a deux cavités principales dont une avec un grand mur de fermeture encore debout. Plus haut se trouve une chambre troglodyte qui était accessible par un escalier taillé à droite de l'accès principal. Comme indiqué plus tôt, le site était habité depuis le 5e siècle. Les installations visibles ici sont plus récentes, elles sont répertoriées dans un testament d'un seigneur de la Palue en 1611. Les murs et les cadres sont construits de tuf. Cette roche présente un aspect poreux, elle est légère et facile à travailler. On en trouve aussi beaucoup dans les villages autour. La cavité haute est filmée avec une perche improvisée, cela occasionne ces mouvements désordonnés. Il est interdit d'escalader les structures restantes. Il faut être bien honnête, André est un peu perdu, les cartes n'indiquent que 2 niveaux avec chemin alors qu'il y en a 3 en réalité, le GPS ne fonctionne pas sérieusement dans les gorges du Verdon. On voit ici en tout cas sa méthode de travail de relevé de randonnée, il n'est pas toujours intelligent de regarder son portable en marchant, même s'il n'y a pas de circulation ici. Nous revenons par la zone basse au-dessus de la route. Le chemin nous fait passer sous la cascade du petit ruisseau. C'est sans doute par ici que l'on aurait dû monter au début. On peut y observer du tuf en formation. Bien qu'il n'y ait pas de balises, certains passages sont protégés comme justement la zone sous la cascade. C'est aussi pour sa propre sécurité car le tuf peut tomber naturellement. Après cette exploration quelque peu déroutante, André retourne au bord de l'As de Blieux. Nous sommes ici de nouveau dans les deux lacets après le ravin du Brusque. En début d'après-midi, la route est assez libre. Les randonneurs randonnent, les autres sont attablés aux terrasses et digèrent. Nous nous répétons, nous aimons le Verdon. C'est pour ça que nous filmons aussi les sections de route ici, même si c'est peut-être sans intérêt pour certains. Ceux-ci peuvent couper la vidéo ici, ce qui suit sont 10 minutes des plus beaux morceaux de route entre Saint-Maurin et Castellane.
L'après-midi, le soleil est de dos, c'est donc tout aussi idéal que le matin dans l'autre sens. Les nuages ne sont pas méchants, ce sont juste les restes de la perturbation passée. La rue principale de la Palus-sur-Verdon est étroite, le passage est réglé par des feux des deux côtés. À l'est du point Sublime suit le petit tunnel et la section avec les nombreux surplombs de roches au-dessus de la route. Day and night, I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Don't be shy, just come and see. I'll show you places you've never been before. I'm running for you every day and night. I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you.
On passe ici le pont de Soleil. La route à droite mène à Trigance, à Comps-sur-Artuby et vers la corniche sud du Verdon. À l'ouest de Castellane commencent les nombreux campings qui sont surtout pris d'assaut en été par des Néerlandais. Castellane est surtout dominé par son roc. Nous décrivons une randonnée sur celui-ci sur notre autre site, un lien est donné en description sous la vidéo. Il y a un peu plus de circulation que le matin en roulant dans l'autre sens.
Au nord de Castellane se trouve son seul supermarché. André est heureux d'y trouver du gaz pour son petit réchaud. Ses cartouches étaient introuvables ailleurs. Ici il en reste. On repasse la clue de Tolane pour revenir vers la vallée de Blieux. Ce sera encore une nuit paisible au bord de la rivière. Demain on visera la corniche sud du Verdon. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.